Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire à destination des indépendants. Il vous est proposé par la Maïf en partenariat avec Captain Contrat. Et dans un instant, nous allons parler de personal branding, la marque personnelle pour mieux se vendre avec Noémie et Marina. À tout de suite. Bienvenue, merci de nous rejoindre et Noémie et Marina sont là. Noémie, tu es freelance en brand et content. Marina, tu es avocate associée du cabinet Marly, Marina Taïb, Noémie Kempf. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci pour l'invitation. Alors, on va rentrer dans un instant dans le vif du sujet, mais pour celles et ceux qui nous suivent depuis chez vous, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat et à réagir à la fin de l'heure de présentation. Nous répondrons à toutes vos questions et profiterons de la présence de nos deux expertes pour réagir en direct. Donc, allez-y. On va commencer par le commencement tout de suite. Noémie, qu'est-ce que c'est le personal branding, la marque personnelle ? Tout simplement, c'est un terme anglo-saxon qui désigne l'usage des pratiques traditionnellement utilisées par les entreprises de la com et du marketing, mais appliquées aux individus pour en fait développer leur image de marque personnelle. Ok. Et concrètement, par quoi est-ce que ça se matérialise, ce personal branding ? Concrètement, très simplement, ça commence par des prises de parole. Ces prises de parole, elles peuvent se faire sous divers formats. Ça peut être des posts sur LinkedIn, la création d'un channel YouTube, la création d'un blog ou d'une newsletter. Il faut m'arrêter parce que je peux continuer. Il y a autant de manières de faire du personal branding qu'il y a de personnes sur Terre. Enfin, en tout cas, c'est ce que je pense. Mais il y a toujours cette notion en fait, de stratégie et de structure autour de prises de parole qui vise à positionner la personne sur les thématiques auxquelles elle veut être associée. Et il y a aussi une notion en fait, de création d'une audience qui va suivre la personne tout au long de sa carrière, de son parcours, et théoriquement qui va grandir, et qui va être de plus en plus engagée si le personal branding est bien fait. Donc c'est pas juste faire un post sur les réseaux sociaux, d'abord on se pose quelques questions en amont pour définir un petit peu à qui on veut s'adresser. Oui. On reviendra à différentes étapes après pour se lancer, mais c'est pas juste faire un post, il y a plein d'autres choses pour le personal branding. Concrètement, c'est un travail de très longue haleine, peut-être que certaines personnes ont tendance à sous-estimer ça, mais en fait, une marque personnelle, ça se construit brique après brique, prise de parole après prise de parole, mais la cohérence, la légitimité et la visibilité arrivent après quand même un travail de fond. Il y a le positionnement, en effet, on pourra en parler un peu plus tard, mais il y a aussi la persévérance, parce qu'on n'est pas visible et reconnu sur son champ d'expertise du jour au lendemain. Ouais, ça ne se fait pas tout de suite. Ok, on se pose peut-être la question, et je crois que c'est ton cas d'ailleurs, de se dire est-ce que je communique en mon nom propre ou est-ce que je crée une marque distincte ? Toi par exemple, tu parles en tant que Noémie, mais tu parles aussi en tant que The Storyline, qui est un podcast, qui est une newsletter, qui est un site web même, vous avez plein de choses. Comment est-ce que je fais l'arbitrage entre dire je suis indépendant, parce que là aujourd'hui c'est pour les indépendants, est-ce qu'un indépendant a plutôt intérêt à parler en son nom propre en se disant qu'il est lui-même sa propre marque ou de créer une marque distincte ? C'est jamais un choix facile, je pense que ça dépend de la personnalité et aussi des objectifs de chacun. Quand on parle en son nom propre, on se rend visible, et quand on se rend visible, on se rend un peu vulnérable. On se jette un peu en pâture à l'opinion publique et on s'expose. Au final, on met un petit peu ses opinions, ses productions, ses contenus, son travail à disposition de tous. Et ça amène bien sûr des choses très vertueuses et très positives. Le personal branding reste quand même un outil extrêmement efficace pour se faire connaître et valoriser son profil ou sa boîte. Mais il y a aussi des pendants négatifs qui peuvent prendre la forme de trolls, de gens qui vont vous targeter et commenter vos posts. Enfin, ça ne m'arrive pas énormément, mais je connais des personnes qui ont un personal branding un peu plus développé et qui sont plus visibles et qui systématiquement se font targeter par des personnes qui vont aller commenter leurs publications, leurs posts, leurs productions de manière négative. Il y a plein de choses et on peut faire un pas de travers, on peut dire quelque chose qui va susciter les foudres de l'opinion publique. Donc quand on parle en son nom, il y a quand même toujours, je pense, un risque médiatique. Créer une image de marque autour d'une marque, ça peut être une manière de se protéger un petit peu. Et ça peut être aussi une manière de se distancier éventuellement de ce projet, de préserver sa propre image de marque personnelle. Pour reprendre l'exemple de The Storyline, la raison pour laquelle j'ai communiqué sous le nom du podcast, initialement c'était d'abord un podcast, c'est parce que je pense que j'avais un peu peur de communiquer au nom de Noémie Kempf. Je ne me sentais pas particulièrement légitime ou capable de prendre la parole sur des sujets. C'est quelque chose qui s'est construit avec le temps. Donc c'est peut-être une manière de se lancer sans prendre trop de risques. Et ensuite, c'est aussi une manière de se dire que un jour, il y a d'autres personnes qui pourront constituer ma marque. Il
y a d'autres personnes qui pourront rejoindre le projet The Storyline. Ça permet un petit peu de cloisonner les deux et ça donne la possibilité au projet qu'on a lancé ensemble au début de grandir. Donc intéressant à court terme pour mettre un peu de distance pour se rassurer. Oui. Et puis à long terme, si jamais on est tout seul pour l'instant, mais peut-être potentiellement demain on sera 2, 3, 4, peut-être une entreprise. Tu partages cet avis-là toi aussi d'un point de vue juridique? C'est exactement ça en fait, d'un point de vue juridique. C'est-à-dire que alors, il y a la mise en avant de la personne physique où là, dans ces cas-là, on utilise son nom et prénom ou alors son pseudo. À titre de marque, ou alors dans ces cas-là on crée une identité autre pour une structure et ce qui permet justement de rejoindre, qu'il y ait des personnes qui rejoignent en fait la marque et qui puissent aussi dispenser ces services sous ce même nom. Et ce qui permet justement d'avoir un signe distinctif en fait qui va vous permettre de vous distinguer des autres concurrents, mais tout en ayant différentes personnes en fait qui vont exercer sous cette marque. Donc si je crée une marque, je dois déposer une marque, j'imagine. Si je parle en mon nom d'indépendant, j'ai pas de démarche à faire particulière? Alors non, c'est toujours mieux de déposer sa marque, même si c'est son nom et prénom, puisque ça permet d'avoir un titre de propriété intellectuelle et de s'y opposer, justement, s'il y a des usages de tiers. Maintenant, après, que ce soit donc, le prénom, nom ou alors l'autre nom, il faut déposer une marque et dans ces cas-là, c'est une procédure qui se fait devant l'INPI si c'est en France. Donc c'est une procédure qui rejoint un principe de spécialité où du coup on va cibler vraiment les produits et les services concernés par la marque et du coup c'est ce qui nous permettra d'avoir un titre de propriété intellectuelle qu'on pourra opposer justement dans le cadre d'une action en contrefaçon ou dans le cadre d'une opposition. Donc, si on était attaqué, donc toujours... c'est ça. C'est pas des sujets auxquels on pense tout de suite quand on se lance, j'imagine. Oui, alors c'est pas des sujets auxquels on pense tout de suite et souvent c'est parce que quelqu'un l'utilise qu'on se dit « Ah mais je l'ai pas fait et comment je peux faire ?» Donc du coup, alors après il y a toujours des noms de domaine qui sont déjà utilisés, etc. Mais c'est pas des titres de propriété intellectuelle. La marque vraiment, elle vous permet d'agir en contrefaçon plus facilement et à s'opposer aussi à d'autres marques postérieures qui pourraient être déposées à votre insu. Donc votre recommandation à toutes les deux, c'est plutôt de créer une marque séparée de sa personne quand on est indépendant, quand on veut se lancer en personal branding. Alors, moi, je pense que pour de la prestation de service, oui, en effet, parce que justement, il y a cette possibilité d'avoir des personnes qui vont travailler dans l'entreprise sous le nom de la marque. Donc, ça permet au moins de savoir que les services qui vont être dispensés ne sont pas la personne physique. Maintenant, si on est sur du produit, ça arrive très souvent pour, je ne sais pas moi, le milieu de la joaillerie ou alors du prêt-à-porter, que la marque soit finalement composée d'un nom et d'un prénom. Ok. Je pense que ça dépend aussi, encore une fois, c'est revenir aux objectifs individuels. Quand on est entrepreneur et qu'on a une société, je ne vois pas particulièrement l'intérêt de créer une autre marque. Au contraire, il vaut mieux incarner l'entreprise qu'on a déjà potentiellement créée. En revanche, quand on est indépendant, ça fait sens si on veut en effet valoriser une prestation de service ou des offres ensuite qu'on va pouvoir valoriser grâce à cette initiative qu'on va créer de personal branding. Mais après, je ne vois pas ça comme une obligation. Je pense que c'est plutôt une manière de professionnaliser un petit peu son approche. Ceci dit, il ne faut pas non plus se prendre trop la tête. Et je pense que ça commence par d'avoir des expérimentations, des itérations et se lancer plutôt que de faire un travail en amont très cadré. Oui, la première chose, c'est d'avoir des clients, d'avoir une activité qui tourne avant de vouloir peut-être vraiment peaufiner le personal branding. Mais peut-être que le personal branding amène aussi des clients. On va le voir juste après. Justement, ma prochaine question, c'est est-ce que c'est intéressant pour tous les indépendants de se pencher sur son personal branding ou est-ce qu'une catégorie seulement, à quoi ça sert dans le fond le personal branding? Bonne question. Oui, bien sûr. Je pense que c'est même important et utile pour n'importe quel profil, au-delà des indépendants. Mais si on reste sur les indépendants, pour les entrepreneurs, c'est une manière d'incarner la marque et donc de lui donner un côté humain. On sait bien que les gens réagissent beaucoup mieux aux messages délivrés par des humains que par les entreprises. Typiquement sur LinkedIn, les publications postées par des personnes sont 10, 15, 20, 30 fois plus valorisées et vues que des publications d'entreprises. Donc il y a ce côté un petit peu incarnation de la marque, notoriété de la marque. Quand on réfléchit aux marques qui sont les plus visibles dans leur secteur, il y a toujours une ou plusieurs personnes derrière. Quand on pense à Germinal et Grégoire Gambato, Feed et Anthony Bourbon, il me semble. Ouais, Chanty Biscuit, Chanty la fondatrice, ou pas forcément des fondateurs, ça peut être des employés aussi, mais Spendesk et Jérémy Goyot. Il y a toujours une notion de personnes qui vont incarner la marque, sur les marques en tout cas que je trouve à titre personnel désirables ou fortes.
Donc je pense que quand on est entrepreneur, c'est important de travailler cette marque. Ça valorise donc l'entreprise, mais ça peut aussi aider à travailler la marque employeur et à attirer des talents. Quand on est indépendant et à son compte, c'est un peu le même combat. Il y a beaucoup de compétition. Ça permet de différencier son offre, ses services, son profil. Ça permet aussi d'attirer à soi des personnes et des clients qui sont en adéquation avec ses valeurs et ses envies. Je pense que plus on fait ressortir son univers, sa personnalité à travers le personal branding, plus les gens qui vont nous contacter pour des services vont être des gens qui se retrouvent dans ce qu'on dit, ce qu'on fait. Donc il y a un peu ce côté attirer à soi des opportunités plutôt que d'aller chercher les clients à la force des points, ce qui est quand même compliqué puisqu'il y a toujours de plus en plus d'indépendants d'année en année. C'est quand même un statut qui est de plus en plus plébiscité. Et puis c'est aussi une manière de valoriser potentiellement son expertise. The Storyline, je l'ai créé initialement parce que je me lançais en tant que content stratégiste et que du coup j'avais envie de démontrer que j'étais sachante dans tout ce qui était storytelling, création de contenu, personal branding et tous les sujets un peu connexes à tout ça. C'est comme ça que l'initiative est née. Donc il y a pas mal de raisons de se pencher sur le sujet. Et peut-être un sujet en particulier qui est de dire que celles et ceux qui n'aiment pas faire de la prospection, faire du démarchage commercial, pourraient potentiellement avoir des clients qui viendraient naturellement à eux en ayant une marque forte, une marque visible. Complètement. Aujourd'hui, toutes les personnes avec qui je travaille sont des personnes qui viennent de la part de mon réseau parce que mon réseau m'identifie. Au storytelling, au content marketing, ou bien parce qu'ils ont consommé un des contenus que j'ai produits à travers The Storyline et que ça leur a donné envie de collaborer avec moi. Et après, plus largement, je ne sais pas si ça reste pertinent, je pense qu'on est dans un univers où les compétences, elles ont une durée de vie très très courte. Je lisais ce matin un rapport de l'OCDE, je me la pète, qui disait que les compétences ont aujourd'hui une durée de vie qui est entre 12 et 18 mois. C'est quand même très très court. Les compétences principalement techniques, empathie, les choses comme ça dure plus longtemps. Ça dure forever, on espère. Mais du coup, les compétences techniques, elles ont une durée de vie très limitée. Donc, quand on corrèle sa valeur à ses compétences techniques et pures, on court le risque en tant que collaborateur ou que freelance de devenir assez rapidement obsolète. Et capitaliser sur son image de marque, c'est capitaliser sur un atout qui vous est propre et que vous pouvez faire perdurer et valoriser avec le temps. Donc je pense que c'est quelque chose de positif pour tout le monde, même les employés ou les étudiants, de capitaliser sur le seul asset qui nous appartient vraiment, qui est nous-mêmes. Oui, qui ne va pas bouger dans les prochaines années et potentiellement va rester. Du coup, c'est décorrélé en fait d'un employeur ou des clients ou de son revenu, c'est vraiment travailler sur soi. Et c'est la seule chose qui peut vraiment prendre de la valeur avec le temps en permanence. Et peut-être même si on fait plusieurs choses différentes. Je pense à Elon Musk qui est suivi, je voyais en préparant cette intervention qu'il était sur Twitter suivi par quasiment 60 millions de personnes alors que Tesla est suivi par 10 millions de personnes. Et donc on voit bien... C'est la personnalité là. C'est la personnalité. C'est toujours plus efficace de faire communiquer un humain que de faire communiquer une marque ou un produit. Oui, parce que les gens sont attachés ou sont intrigués, sont attirés par une personnalité plus que par une marque. Oui, ça crée une relation de confiance. Et puis pour le coup, lui qui fait plein de choses différentes, il est rassemblé sous le terme d'Elon Musk plus qu'une autre marque encore séparée. Oui, du coup, je ne sais plus quand est-ce que c'était, mais il y a quelques années, il a lancé une boîte qui faisait des lance-flammes. The Boring Company. Voilà, The Boring Company. Ça n'a aucun sens. Et pourtant, les gens étaient ultra chauds et l'ont suivi parce que c'est Elon Musk et parce qu'il a déjà de la street cred et une audience qui est justement hyper engagée par rapport à ce qu'il fait. Et alors, comment est-ce qu'on mesure, parce que j'imagine que tout ça, ça prend du temps, comment est-ce qu'on mesure les retombées qu'on peut avoir sur le personal branding ? Je pense qu'elles sont d'une part quantitatives, en fonction des objectifs, tout revient encore une fois aux objectifs, mais en fonction des objectifs, ça peut être le nombre de clients en fait, qu'on va trouver et avec qui on va signer, la taille de son audience, la quantité, le volume d'engagement, le nombre d'engagements vis-à-vis de son contenu qu'on publie, etc. Ça, c'est des choses quantitatives qu'on peut mesurer. Et après, il y a bien sûr aussi un aspect qualitatif qui est en fait les opportunités qui vont venir à soi du fait de ces prises de parole et de ce positionnement sur un sujet d'expertise. Typiquement, cette conférence aujourd'hui, c'est une opportunité qualitative issue de mes actions de personal branding. Mais plus on prend la parole sur un sujet, plus on se fait reconnaître sur ce sujet, plus on va rencontrer des gens qui sont en adéquation avec ce qu'on a envie de faire. C'est un peu la notion de sérendipité qui est toujours un peu complexe à expliquer, mais personnellement, je l'expérimente depuis 1 an maintenant, depuis que j'ai lancé The Storyline. Il y a vraiment un côté faire venir à soi des gens qui partagent nos ambitions, nos envies, nos valeurs, nos idées.
Donc ça, c'est beaucoup plus qualitatif, mais c'est aussi, pour moi en tout cas, une mesure de succès. Oui, et on t'identifie comme tel, effectivement, parce que quand on s'est rencontrés, je connaissais de toi The Storyline. Donc, si je rencontrais quelqu'un qui me disait est-ce que tu connais Noémie, je vais dire oui, c'est la créatrice de The Storyline et je peux expliquer ce que fait The Storyline. Voilà. Alors que je ne te connais pas toi personnellement encore, je connais The Storyline. Donc, et donc ta marque rayonne. Et même si je ne te connaissais pas personnellement, j'aurais été capable de recommander The Storyline grâce à cette marque. Donc effectivement, ça marche assez bien. Oui. On va rentrer dans du très très concret. Si j'ai envie de commencer à créer mon personal branding, j'imagine qu'il y a 1 million de choses à faire. Par quoi est-ce que je commence? Quelle est la première étape? Je pense que tout revient à soi. Pour commencer, il faut faire un petit travail d'introspection et essayer de comprendre pourquoi on a envie de se lancer dans une stratégie de personal branding, pourquoi on a envie de commencer à prendre la parole, de quoi on a envie de parler, quels sont mes sujets d'expertise, mes sujets d'expérience, en quoi je suis sachant et en quoi je suis légitime à commencer à prendre la parole sur un sujet ou un autre. Puis ensuite, il faut regarder l'audience, parce qu'au final, si on prend la parole mais qu'il n'y a personne qui écoute, ça ne sert pas à grand-chose. Donc il faut aussi faire un travail de compréhension de son audience cible. À qui est-ce que je m'adresse? De quoi ils ont envie? Comment est-ce que je peux être pertinent vis-à-vis de ces personnes? Et une fois qu'on a un peu compris les deux, il faut aller à l'intersection de soi et de son audience. Et il faut définir 2 choses. D'une part, son positionnement, la proposition de valeur qu'on a en tant que personne, qu'individu. C'est quoi mes prises de parole? Pourquoi est-ce qu'il faudrait m'écouter? En quoi est-ce que je peux vous être utile? Et la niche à laquelle on va s'adresser, le segment d'audience. Donc en fait, qui sont les gens à qui je m'adresse? Est-ce que c'est les jeunes mamans? Est-ce que c'est les directeurs des ressources humaines des grandes entreprises du CAC 40? Est-ce que c'est, j'en sais rien, les addicts au yoga, les fans de sport? Et l'idée, je pense que le conseil que je donne à chaque fois et qu'on a tendance à négliger souvent, c'est que c'est hyper important de commencer par une niche qui est le plus petite possible et le plus qualifiée possible. D'accord. Parce que quand on commence, il y a beaucoup de concurrence. Et commencer petit sur un segment d'audience qui n'est pas forcément adressé et qui est très restreint, ça permet d'avoir un rapport privilégié avec cette audience et de faire en sorte qu'elle soit plus engagée que si on parlait à 10, 15, 20, 30 000 personnes qui seront là, qui écouteront d'une oreille. Donc du coup, commencer petit pour ensuite élargir son scope d'influence et ses sujets de prise de parole. Et est-ce que ça ne peut pas être frustrant de commencer petit, de se dire, du coup, j'ai peu de retours comme je commence. Et donc, c'est des personnes qui sont peut-être très engagées, mais en quantitatif, il n'y en a pas tellement. Oui, justement. Mais après, pour moi, c'est toujours hyper frustrant. On a très envie de commencer, et d'arriver en grande pompe, de prendre la parole, d'avoir des centaines de followers, des milliers de followers. Mais la réalité, c'est que si on fait très large et très générique, le message n'a aucun impact. Alors que si on fait petit et segmenté et spécifique, le message qu'on délivre va avoir de l'impact et de l'utilité aux gens qui écoutent. Et donc ces gens-là, en effet, ce ne sera pas de la quantité, mais ce sera justement, tu le disais un peu, de la qualité. Et le plus important quand on construit une audience, c'est l'engagement. Le volume, certes, c'est toujours plaisant parce qu'on a plus de chances d'amener des opportunités, mais c'est une métrique qui est un peu plus de vanité, le nombre de followers. Et il y a plein de plateformes qui commencent à envoyer des signaux qui montrent que la quantité est de moins en moins valuable pour elles. Par exemple, Instagram qui arrête de montrer le nombre de likes sur des posts, ou bien Apple qui, il y a quelques jours, je crois, a annoncé qu'ils allaient potentiellement permettre aux lecteurs d'email de ne plus, de choisir un paramétrage, c'est un peu compliqué, il faut s'accrocher, choisir un paramétrage qui leur permettra, qui ne permettra plus aux envoyeurs de newsletters de savoir si le mail a été ouvert ou non. D'accord. Ça veut dire que demain, le taux d'ouverture de mail, il sera plus représentatif de la réalité des gens qui lisent les mails. Ce qui sera toujours représentatif, en revanche, c'est par exemple le taux de clic ou le taux de réponse à un email. Donc, tout ça pour dire que je me suis un peu perdue dans le sujet, mais tout ça pour dire que l'engagement, de toute façon, prime sur le volume. Parce que même si on parle à 100 000 personnes, mais qu'on n'en convertit aucune, tout dépend de l'objectif, encore une fois, mais généralement, l'objectif est quand même de convertir les gens et de les transformer en prospects ou de les transformer en opportunités. Oui, le but, c'est pas de parler dans le vide juste pour rayonner dans le vide. Ouais, le but, c'est qu'il y a une action quand même très concrète derrière qui est soit d'entrer en contact avec la personne, soit de vendre quelque chose, soit de créer une relation qui se développera à plus long terme, de devenir partenaire. En tout cas, c'est de faire quelque chose. C'est pas juste rayonner pour rayonner. Exactement. Et puis plus on est dans une niche, plus on se sent concerné, en fait. Exactement. On a un lien direct avec les personnes, on a des échanges, on crée potentiellement des liens qui sont professionnels ou qui deviennent des amitiés. Depuis que j'ai lancé The Storyline, il y a pas mal de gens qui m'ont
contacter pour me demander des conseils sur comment créer sa boîte, comment créer son podcast, comment créer du contenu. Et c'est des échanges qui sont hyper riches et qui permettent aussi de soi-même de progresser, de comprendre quelle est la réalité des gens à qui on s'adresse et d'évoluer avec eux. Est-ce que tu aurais un exemple, peut-être 2 exemples de personnes qui se sont lancées, que soit tu aurais accompagné ou tu aurais suivi, tu aurais vu évoluer du moment où ils se sont dit « Allez, il faut que je me lance, il faut que je crée ma marque personnelle », au moment où ça y est, elle a commencé à vraiment porter ses fruits? Moi, j'aime beaucoup l'exemple de Juliette Hervé, qui est Inbound Marketing Manager chez Spendesk. D'accord. Et qui était justement l'invitée du podcast de Storyline il y a presque 1 an, à ses débuts. Et Juliette, en gros, je l'ai approchée parce que justement, je la voyais extrêmement présente sur LinkedIn. Elle publiait toutes les semaines des conseils pour les marketeurs liés au marketing, à la com, à ses évolutions. Et elle avait un énorme engagement sur ses posts. Elle avait beaucoup de commentaires. Elle avait des conversations à part entière sur ses posts LinkedIn et je trouvais ça assez dingue. Donc, je l'ai contactée, je lui ai proposé qu'on parle de cette initiative. Et donc, on parle de personal branding. Ce n'était pas forcément un sujet que moi, je traitais énormément dans les débuts de The Storyline. Mais du coup, on a enregistré cet épisode ensemble et elle m'a raconté que 1 an plus tôt, elle avait pris une résolution, c'était de publier 1 fois par semaine 2 fois par semaine à l'époque. Et après, elle a ralenti parce qu'elle avait moins le temps, mais 2 fois par semaine sur LinkedIn. Et donc, du coup, elle a raconté, je laisse les personnes qui regardent ce webinaire potentiellement écouter l'épisode si ça les intéresse, mais elle a raconté dans le podcast comment, en fait, au fur et à mesure, elle a commencé à voir qu'il y avait toujours les mêmes personnes qui revenaient, qui commentaient ses posts, qu'il y avait des échanges avec elle, que ces échanges sont passés potentiellement IRL, in real life, ou bien en privé par message, que ça a amené d'autres opportunités de visibilité. À partir du moment où elle est passée dans le podcast de Storyline, en fait, elle a été reconnue sur le personal branding et l'inbound. Et donc, du coup, il y a d'autres invitations à d'autres webinaires qui ont suivi. Je ne dis pas que je suis à l'origine de sa toute sa carrière. Mais en tout cas, une fois qu'il y a un truc qui est lancé avec le personal branding, c'est un peu l'effet vertueux et c'est une espèce de boule de neige. Une fois qu'on commence à prendre la parole et que quelqu'un tend la main et vous donne un peu une tribune, 1, 2, 3 personnes qui font ça et qui vous donnent de la légitimité parce qu'ils vous font parler, et ça peut très vite grandir et se développer et amener beaucoup d'opportunités. Et Juliette, aujourd'hui, est hyper reconnue sur le personal branding, sur l'inbound. Et elle est ponctuellement invitée à intervenir dans des conférences, etc. C'est pour ça que tu disais que ça prenait du temps, parce que du coup, c'est une croissance qui est exponentielle, où on a l'impression au début qu'il ne se passe pas grand-chose, et en fait, d'un coup, après, elle fait boule de neige et on est lancé. C'est ça. Ok, bon, on va y revenir après au temps que ça nous prend et de développer. Mais Marina, si on veut se lancer d'un point de vue juridique, à quoi est-ce qu'il faut penser sur la marque? Quelles sont les différentes étapes pour déposer une marque, pour la faire? Alors, les différentes étapes, si on ne choisit pas son nom et prénom, et qu'on choisit un autre signe, il faut s'assurer déjà que le signe est distinctif, c'est-à-dire qu'il vous permet de vous distinguer des autres concurrents et qu'ils ne soient pas génériques, c'est-à-dire qu'ils ne viennent pas désigner en fait les services qu'on vient dispenser. C'est-à-dire que si vous faites dans le cadre de formation ou d'événementiel, etc., il faut que ce soit des termes qui ne soient pas propres à ce domaine d'activité. C'est pas la formation. Pour prendre une formation, c'est pas de la formation. La meilleure des formations, par exemple, là ça ne marche pas. Donc du coup, il faut d'abord s'assurer du signe, un signe distinctif, et puis après, il faut s'assurer de la disponibilité, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait déjà des marques antérieures ou des noms de domaine ou d'autres signes comme des dénominations sociales qui soient exploités dans un même domaine d'activité. Donc le mieux, c'est de faire d'abord une recherche d'antériorité. Donc vous pouvez en faire via l'INPI ou alors via un conseil qui vous permettra au moins de vous conseiller et de vous donner une stratégie si jamais on relève des droits antérieurs. Ça, c'est la première étape, enfin la deuxième étape. Et ensuite, après, il faut donc du coup cibler les classes puisqu'il y a un principe de spécialité. Et cibler les classes qui répertorient en fait les produits et services dans lesquels pour lesquels vous allez protéger votre marque. Donc, si vous êtes par exemple dans le divertissement, formation, etc., ça sera la classe 41. Si c'est du produit, etc. Voilà, je ne vais pas rentrer dans le détail. Et donc du coup, après, vous faites le dépôt. Le dépôt, vous faites un dépôt à l'INPI, donc qui est l'Institut national de la propriété intellectuelle français, si vous voulez une protection en France. Et puis après, si vous voulez vous étendre à l'étranger, il y a des possibilités, dépôt en Union européenne ou alors à l'OMPI, qui est l'Organisme mondial de la propriété intellectuelle, etc. Donc on dépose la marque. Et, voilà, on dépose la marque. Ça, c'est procédure de dépôt. Et puis ensuite, voilà, après, vous pouvez la valoriser sous différentes formes. Vous pouvez après faire des licences, etc. Mais je pense que c'est pas le sujet de... Sinon, je vais noyer le public, je pense, si je rentre dans ces détails-là. Pour un indépendant qui veut lancer, il faut rester simple. Pour un indépendant, il faut déposer sa marque, vraiment, il faut le faire. Parce qu'on ne pense pas au début...
que c'est si important. Et puis après, comme je le disais tout à l'heure, c'est vraiment quand on se rend compte que quelqu'un utilise ce signe-là dans les affaires que finalement on se retrouve embêté parce que nous on avait cette idée-là, nous on a communiqué, ok, on a communiqué sur Instagram ou sur les réseaux sociaux, mais ça n'a pas de titre, ça n'a pas de valeur juridique. Donc vraiment, dès que vous commencez à vous créer une identité sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur Twitter, etc., il faut vraiment déposer sa marque. Dès le début. Et peut-être pour se donner un ordre de grandeur, combien ça coûte à peu près? Alors, il y a des taxes donc d'INPI qui sont de 190 € pour une classe, puis après c'est 40 € par classe additionnelle. D'accord. Donc, quand vous le faites tout seul, vous avez juste les classes d'INPI, mais il faut bien faire attention à bien cibler les classes, parce qu'une marque mal déposée, malheureusement, après, elle n'a pas de valeur juridique. D'accord. C'est ça. Si vous vous trompez de classe, c'est que ça n'a pas de valeur. Ouais. Pas de bol. Ça, c'est ok. Et est-ce que sur ce sujet, il faut se faire accompagner ou ça peut se faire tout seul en ligne? C'est mieux de se faire accompagner. Même si l'INPI peut être là pour vous accompagner, vous conseiller, il vaut mieux. Puisque, en fait, quand vous allez déposer votre marque tout seul, il y a déjà le problème des classes. Et puis, même au-delà des classes, les produits et services, sans rentrer dans le détail, ne sont pas toujours les bons, surtout quand on est dans de la prestation de services. On ne peut pas se faire avoir pour être sûr, donc voilà. C'est mieux de se faire accompagner. Noémie, combien de temps est-ce que ça prend le personal branding? C'est une question à double sens. Combien de temps est-ce que ça prend en tant qu'individu qui crée son personal branding et combien de temps est-ce que ça prend avant de porter ses fruits? Je prends toujours la question dans l'autre sens en termes de combien de temps ça prend en tant qu'individu. Je pense que la question à se poser, c'est plutôt combien de temps j'ai à allouer chaque semaine ou chaque jour à dédier à mon personal branding. Et en fonction de ça, et en fonction de ce temps qu'on sait qu'on va être capable chaque semaine d'allouer à ces prises de parole, là, on adapte un peu sa stratégie et potentiellement les formats de contenu qu'on va utiliser pour se faire connaître. Si on n'a pas beaucoup de temps, potentiellement, on peut se dire je vais faire un post LinkedIn par semaine. Si on a un peu plus de temps à allouer, parce qu'on sait que c'est important et qu'on a envie de miser là-dessus, on peut se dire je vais créer un blog et écrire un article de blog par semaine. Donc c'est vraiment plutôt de se dire dans quelle mesure je suis capable de prendre ce temps et de savoir que dans la durée, je vais m'y astreindre. Parce que deuxième chose, et deuxième aspect de la question, avant que la stratégie porte ses fruits, il y a quand même un petit délai de carence qui est en fait hyper variable en fonction des gens, de l'audience, de la qualité du contenu, de la mise en place des prises de parole, des opportunités, des hasards un petit peu. Est-ce qu'on se fait remarquer ou pas? Est-ce qu'on se fait inviter à un webinaire ou pas? Donc il n'y a pas franchement de réponse toute formatée à ça. Pour ma part, à titre personnel, The Storyline a commencé à avoir de l'attraction, je pense, au bout de 2 mois et demi, 3 mois. Et 2 mois et demi, 3 mois où tu postais régulièrement? Où je publiais un épisode de podcast toutes les 2 semaines. D'accord. Et je publiais un post sur LinkedIn toutes les 2 semaines pour dire aux gens que le podcast était disponible. mais ça dépend en fait des gens, ça dépend. Est-ce qu'on a déjà une audience qui existe, qu'on va activer, qui va nous porter? Est-ce qu'on crée un truc un peu viral? Il y a des gens qui se retrouvent connus du jour au lendemain, pas forcément pour les bonnes raisons, mais du coup ça arrive aussi. Il y a des gens qui prennent 1 an, 2 ans, 3 ans avant que leur niche, leur thématique devienne un sujet d'actualité qui intéresse les gens. Donc je ne peux pas donner de réponse standard, mais je peux juste dire qu'il y a toujours un moment où ça finit par marcher. Ça finit par marcher. Si on est résilient. Et si ça ne marche pas, est-ce que ça arrive parfois qu'on poste sans relâche et il ne se passe pas grand-chose? Parce que j'imagine que c'est l'angoisse numéro 1 de celles de ceux qui nous regardent en ce moment, de se dire « et s'il ne se passe rien? Et si je crée? Et s'il ne se passe rien ?» D'où vient la petite erreur dans la machine qui fait que… Et qu'est-ce qu'on peut rectifier s'il ne se passe rien au bout d'un moment? Si au bout de 2-3 mois… Ouais, excellente question. Je pense que s'il ne se passe vraiment rien, c'est que les prises de parole qu'on organise et le contenu qu'on produit n'est pas pertinent pour les gens à qui on s'adresse. Ça vient peut-être du ciblage aussi, peut-être. Ça peut être une question de ciblage, ça peut être une question d'originalité du contenu, ça peut être plein de questions différentes, puisqu'au final, il y a certaines industries dans lesquelles beaucoup de gens prennent la parole. Les marchés sont un peu saturés, il y a de la concurrence. Dans ces marchés-là, c'est plus difficile de se distinguer et de se faire connaître. Mais je pense que pour se rendre visible, il y a une stratégie déjà qui est de miser sur sa personnalité. On peut se distinguer par sa manière de s'exprimer, par sa manière, je sais pas, de faire des blagues, par une tagline qu'on va créer, ou alors un nom, un trademark, une punchline, un truc comme ça, une identité visuelle. Ça revient à ce que tu disais, Marina, avant. Donc il y a plein de manières de se différencier du côté de l'identité qu'on adopte, de l'authenticité qu'on va véhiculer. Et en parallèle de ça,
Je pense que ce qui est important aujourd'hui dans des marchés saturés dans lesquels tout le monde parle un peu des mêmes sujets et dit un peu la même chose, c'est d'être capable de développer des idées originales et des prises de position et des partis pris originaux. Ça, on l'a vu beaucoup dernièrement avec un sujet sur LinkedIn où il y avait des gens qui copiaient mot pour mot des posts et qui les repostaient et malheureusement ça marchait énormément. C'était très 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 relayé. Là, il y a des possibilités d'action, on y viendra après, mais c'est vrai que en fait, les posts, ils sont protégés par le droit d'auteur finalement, et donc du coup, une reproduction peut être une contrefaçon. Donc il y a des possibilités d'action, ne pas le faire. Si ça ne démarre pas, il ne faut pas non plus aller copier les posts de ceux qui marchent très bien. Non, mais c'est pire. Non, mais il y a eu plein de choses, il y a eu plein de trucs sur LinkedIn en particulier. Il y a eu cette époque où tout le monde publiait des photos de dauphins et disait taper 2 fois sur le dauphin pour le voir sauter. Et en fait, c'est juste pour avoir un like, ça n'a aucun sens. C'est pas du personal branding, ça c'est du putaclic, c'est l'expression. Mais et copier-coller des posts, c'est pareil. En fait, ça n'a pas de sens. Ça ne rejoint en aucun cas une stratégie de marque personnelle parce que c'est pas du contenu original, donc c'est simplement du plagiat. Donc c'est des choses que les gens peuvent se dire. Enfin, c'est la solution facile en fait de copier et de prendre une recette qui marche. Mais je pense que au contraire, le vrai personal branding, ou en tout cas le personal branding tel qu'on l'entend, c'est de trouver les choses qui marchent pour soi et qui rentrent en adéquation avec ce qu'on a envie de faire et de véhiculer comme message. Mais ça demande du travail, pas un simple copier-coller. Alors en parlant de travail, si je reprends ma to-do en tant qu'indépendant là, qui veut démarrer mon personal branding, j'ai défini ma cible, j'ai défini mon positionnement, j'ai défini mon message, ma proposition de valeur. J'imagine que maintenant je me pose la question de quels canaux je vais utiliser. Est-ce que je vais plutôt créer un podcast, une newsletter? Est-ce que je vais poster juste sur les réseaux sociaux? Et dans ce cas-là, lequel? Est-ce que tous d'un coup, parce que c'est du temps à chaque fois, il faut s'adapter. Comment est-ce que je fais pour choisir le canal que je vais utiliser ou les canaux? Yes, alors je pense qu'il faut commencer par un canal pour éviter de se faire happer par le travail à produire, parce qu'en effet on a tendance à dire je vais juste faire la même chose sur tous les canaux, mais en fait non, il faut toujours créer du contenu un peu natif et original, donc commencer une chose à la fois et commencer sur un canal, être à l'aise dessus pour ensuite passer à autre chose éventuellement si on a le temps. En termes de canaux, les réseaux sociaux restent quand même la meilleure manière d'atteindre une audience et d'adresser un large public. Lequel choisir, c'est vraiment en fonction de l'audience qu'on cible et de son positionnement, de ses activités. Par exemple, on est sur du B2B, LinkedIn c'est un peu la référence. Si on veut faire de la vente de produits et du B2C, pourquoi pas aller sur TikTok ou sur Instagram pour faire des trucs un peu plus lifestyle, engageants, qui s'adressent à un public un peu plus jeune et peut-être moins professionnalisé. En revanche, je pense que l'objectif à terme, c'est d'avoir une relation et une conversation directe et à double sens avec son audience. Les réseaux sociaux ne sont pas forcément la meilleure manière et le meilleur endroit pour le faire. Je trouve que ce qui est intéressant, c'est d'essayer de désintermédiariser la relation avec son audience et de la faire venir dans son univers, sur ses propres plateformes, ses propres contenus. Et ça, du coup, ça peut passer par un blog, une newsletter, un podcast. Je pense que plus on crée du contenu original sur lequel on a le contrôle total, entre guillemets, parce qu'on n'a pas de contrôle sur l'envoi d'email, mais vous voyez l'idée, plus en fait le rapport avec l'audience va être fort et plus on va être en mesure de qualifier cette audience et de comprendre ce qu'elle a vraiment envie de faire. Et d'avoir du coup ce discours, pas ce discours justement, cette conversation plutôt qu'un discours, parce que les réseaux c'est très top-down. J'ai un message, les gens suivent, like, potentiellement commentent. Avoir une communauté, en fait c'est là qu'on arrive dans la notion de communauté plus que d'audience, c'est avoir un échange avec les gens qui consomment ce qu'on produit et en fait, ajuster sa marque personnelle et son discours en fonction de ce que disent ces gens qui nous suivent et qui vont nous porter tout au long de notre carrière. Je pense que c'est un peu ça le goal ultime. D'arriver à créer des conversations et des communautés engagées plutôt que des audiences qui se contentent de consommer passivement ce qu'on va dire ou produire. Des communautés. Nous allons poursuivre la discussion dans un instant encore et on va vous inviter à nous rejoindre d'ailleurs, donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous avez, on y réagit. Je vous propose une petite pause très très courte en regardant une vidéo qui va vous présenter Captain Contrat et vous expliquer le partenariat mis en place entre Captain Contrat et la Maïf. A tout de suite.
Claire Cano, je suis la cofondatrice de luckylock.com. Je m'appelle Mazni Sada, je suis gérant de la société SM Driver. Damien Schmitz, le fondateur de Our Kebab. Je suis Nicolas Cholet, je dirige une société qui s'appelle One Click Conseil. J'ai entendu parler de Captain Contrat dans un réseau d'entrepreneurs. Par l'intermédiaire de mon réseau. Sur Internet. On m'a conseillé de travailler avec eux. J'ai fait une levée de fonds pour Our avec un fonds d'investissement. En parallèle, moi j'avais besoin d'aide pour tout le juridique et tout le bagage administratif. Créer l'entreprise en France, c'est pas évident et du coup ils m'ont facilité la tâche, ils ont tout fait eux-mêmes. Alors nous, on a utilisé Captain Contrat pour les PV d'approbation des comptes donc sur l'exercice passé. On a utilisé également Captain Contrat pour faire des CGV d'un nouveau site internet qu'on a lancé. Donc là, j'ai vraiment pu m'appuyer à fond sur Captain Contrat qui a tout géré pour moi. Ça a été rapide et efficace. Et c'est vrai qu'on a été très surpris par la qualité du travail des avocats, alors qu'on ne s'attend pas forcément à ça quand on fait une demande sur internet. Et surtout, on a vraiment un vrai dialogue avec l'avocat, donc c'est très personnalisé et pour le prix, vraiment, je pense pas qu'on puisse trouver mieux. Et on avait vraiment envie pour ces documents de passer par un avocat qui s'engage, donc c'était exactement ce qu'on cherchait. Et donc tout ça à un prix très raisonnable pour notre start-up. On ne connaît pas forcément d'avocats spécialisés en droit du travail ou en droit commercial. Là, on est tout de suite mis en relation, donc c'était simple et rapide. Je recommande Captain Contrat à d'autres entrepreneurs, à tous ceux qui ont des besoins juridiques ponctuels, mais qui ne peuvent pas avoir un avocat à plein temps, comme c'est notre cas. On se retrouve. Alors, si on démarre en tant qu'indépendant, j'imagine que ça peut mettre un petit peu la pression quand on voit des personnes qui font le même métier et qui sont déjà implantées sur les réseaux, qui ont déjà leur propre contenu, qui ont déjà une marque qui est très puissante, en se disant « mais ça me paraît une montagne, en fait cette personne-là, ça fait déjà 6 ans qu'elle prend la parole, tout a déjà été dit, elle a déjà tout fait, qu'est-ce que moi je pourrais apporter de plus que ce qui est déjà en ligne ?» Comment est-ce qu'on fait pour se différencier dans une industrie, dans un secteur, au sein d'un métier où il y a déjà des personnes qui sont bien établies? Eh bien, c'est en effet pas évident, mais c'est faisable. Ça revient un petit peu à ce qu'on se disait juste avant l'interlude, qui est que l'enjeu dans une industrie qui est déjà bien trustée, sur laquelle il y a déjà pas mal de gens qui prennent la parole, ça va être de trouver un positionnement très niche. Donc on revient à ce sujet d'aller vraiment s'adresser à des gens très spécifiques qui ont un besoin ou qui ont des intérêts très particuliers. Il y a ce côté identité. Donc avoir une identité vraiment clivante et vraiment démarquante. Typiquement, Germinal l'a très bien fait dans l'univers des agences marketing, growth hacking, en créant tout un univers très sombre, un champ sémantique très, pas brutal, mais en tout cas très particulier, en utilisant des mots comme la forge, la mine. On est des brutes en growth hacking. Quand on va regarder sur leur site, c'est vraiment un univers très particulier et très centré sur la force et le côté un petit peu exploration à la force du point des sujets marketing. Ce qu'on n'attend pas forcément sur ce sujet-là, justement. On n'attend pas forcément sur le sujet du marketing, au contraire. En fait, que Mike me dise je suis une brute, je ne sais pas si moi ça me fait un peu flipper en fait. Mais pourtant, à force d'être radicalement positionné, en fait, il y a un peu cette notion de radicalité. C'est quelque chose que Grégoire Gambato, le CEO de Germinal, dit beaucoup. C'est que pour se faire connaître et pour se faire reconnaître, il faut être radical. C'est pas quelque chose que je fais énormément moi de mon côté. Je suis pas forcément très à l'aise avec la radicalité, mais il faut admettre que ça marche. Et aujourd'hui, Germinal a des super fans. En fait, c'est des gens qui sont ultra fans et ultra attachés à la marque et aux gens qui la constituent, aux employés Germinal, que ce soit le CMO, le responsable des ressources humaines, qui prennent tous la parole sur LinkedIn d'ailleurs, qui ont tous des messages assez homogènes et qui ont tous des prises de parole assez cadrées. Et cette mafia un peu Germinal, c'est des gens qui vont porter la marque, qui vont porter l'agence et qui vont amener organiquement de nouveaux prospects et de nouvelles affaires. Mais c'est aussi à double tranchant, parce qu'ils ont été pas mal attaqués, notamment Grégoire, yes. qui s'en est plaint et qui a posté à ce sujet-là. Est-ce que la radicalité, c'est ce qu'on conseillerait à un indépendant qui se lancerait, ou est-ce qu'on privilégierait plutôt un premier personal branding qui n'est pas positionné de façon aussi forte dès le départ? Parce que ça peut être même si on crée une marque qui est séparée de son propre nom, même si on met un peu de distance, on peut quand même se faire détruire assez rapidement avec une telle radicalité. Absolument. Je pense que ça revient un peu à ce qu'on se disait au début de la conversation, qui est c'est quoi votre personnalité, jusqu'où vous êtes prêt à aller et qu'est-ce que vous êtes prêt à encaisser en termes de
de visibilité, de vulnérabilité de votre profil. Parce que, oui, quand on commence à prendre la parole, il y a forcément des trolls qui vont arriver à un moment ou à un autre, d'autant plus si on est radical. Et Grégoire s'en est plein, mais la réalité, c'est aussi que même les trolls et même les commentaires négatifs, ça contribue à son rayonnement et à sa notoriété, puisque si on fait un petit plongeon du côté de l'algorithme de LinkedIn, ce que LinkedIn va valoriser, c'est l'engagement. Et donc, c'est le nombre de commentaires et de likes sur les posts. Et donc, en fait, les gens qui détestent le message et qui ne sont pas d'accord, ils vont le dire. Ils vont le dire en commentaire. Donc, en fait, ça va rajouter de l'engagement et ça va décupler le reach et la portée, en français, la portée du post dans leurs audiences à eux. Donc, en fait, les gens qui critiquent contribuent à valoriser et à diffuser le post dans leur propre réseau. Donc au final, c'est un mal pour un bien, entre guillemets. Après, est-ce que la finalité est vraiment cette visibilité ? Tout dépend, encore une fois, de l'objectif et de ce qu'on est prêt à encaisser, comme je disais. Moi, je n'ai pas du tout cette approche-là. Je n'étais pas du tout à l'aise. C'est aussi pour ça que j'ai créé The Storyline et que je n'ai pas commencé à parler en mon nom. C'est que j'avais vraiment un peu peur de prendre la parole, des réactions des gens. Je me souviens très bien, les premières fois où j'ai publié des épisodes de The Storyline et du podcast, j'étais un peu prostrée, je regardais, est-ce que les gens réagissent, qu'est-ce qu'ils disent. Quand il y avait personne qui réagissait, je restais sur mon canapé prostrée pendant 2 heures. C'était vraiment... C'était pas glorieux. Mais du coup, j'ai toujours pris des pincettes dans les messages que je porte sur les réseaux parce que moi, je suis pas prête à être radicale, même si... Je pense qu'assez naturellement, plus on se constitue une audience, plus on échange avec cette audience, plus on se crée des points de vue. Après, la manière dont on va les partager sur les réseaux ou dans ses contenus, c'est une autre histoire. Mais si ce n'est ne pas être radical, je pense qu'il faut au moins être cohérent dans ses prises de parti, dans ses idées et dans ce qu'on véhicule. En fait, quelqu'un qui est un peu, je ne sais pas si ça se dit, quelqu'un qui est un peu mentalo. Non, je sais. Mentalo ? Non, c'est peut-être pas une expression, je viens de l'inventer. Okay. Donc quelqu'un qui reste un peu plat dans ses contenus et qui n'a pas de parti pris ou qui n'a pas d'originalité, c'est quelqu'un qui ne va pas forcément intéresser. Oui, et en fait, parce qu'il n'est pas lui-même et parce que les personnes ne le reconnaissent pas dans la vie réelle par rapport à la marque qu'il a créée. Et justement, à ce sujet, il y a une notion aussi de copiage, d'espionnage. Et il y a une notion, on effleurait tout à l'heure le sujet des droits d'auteur, mais ça ne marche pas quand on n'est pas réel, quand on n'est pas cohérent, parce que si on copie quelqu'un, il ne suffit pas d'aller prendre le post de quelqu'un qui marche très bien, de le copier-coller, de le mettre ailleurs et de se dire ça c'est à moi et maintenant j'ai ma marque aussi. À quel moment... Mais en même temps, je pense que c'est aussi intéressant d'aller regarder ce qui se fait ailleurs et ce qui fonctionne. Oui, alors c'est intéressant d'aller regarder ce qui se fait ailleurs, bien évidemment. Après, il ne faut pas reproduire ce que font les autres. C'est-à-dire que, comme Noémie expliquait, il faut créer une vraie identité pour vous distinguer justement des autres. Et puis, il faut savoir qu'au-delà de la marque, il y a aussi le droit d'auteur. C'est-à-dire que si vous reprenez des posts, si vous reprenez des punchlines, des slogans ou même une identité graphique d'un concurrent, ça peut vous porter préjudice et surtout la personne peut agir en contrefaçon ou en concurrence déloyale. Donc c'est vraiment, il faut faire attention. Et puis même si vous-même, vos posts sont la reprise de choses qui sont du fonds commun ou alors qui sont d'autres concurrents, vous, après, vous aurez difficilement la possibilité de vous défendre si quelqu'un viendrait vous-même vous copier. Donc du coup, il faut créer sa propre identité, il faut faire ses propres posts et créer ses propres contenus protégés par le droit d'auteur ou non, mais en tout cas avoir sa propre identité. Et dans ce cas-là, comment est-ce qu'on fait pour trouver l'originalité ? Parce qu'on a l'impression que tout a déjà été dit. On se dit, en 2021, qu'est-ce qui n'a pas encore été écrit, quoi ? Ce qui expliquait justement Noémie, c'est que l'originalité, elle peut très bien aussi passer par la personnalité de la personne, sa façon de s'exprimer, sa façon de se mettre en avant. Un certain vocabulaire. Alors après, sur l'aspect visuel, comme je disais, une charte graphique. Si vos contenus, ils reprennent toujours une charte graphique assez originale et qui crée votre identité, on sait que ce post-là, avec cette charte graphique-là, c'est vous, c'est votre marque. Dans ces cas-là, si quelqu'un après reprend cette identité, on pourra agir contre lui. Okay. Donc on agit contre lui. Comment est-ce qu'on l'attaque ? Comment est-ce qu'on fait pour se protéger On n'attaque pas tout de suite. D'abord, on
déjà, on met en place une veille. Alors ça, c'est pour la marque. Après, il faut être vigilant. De toute façon, on regarde toujours ce que font les concurrents. Et puis après, quand on constate qu'il y a en effet un contenu qui est litigieux, on adresse d'abord un courrier. On demande, alors après, sur les réseaux sociaux, on peut faire aussi juste un message pour demander la suppression du contenu. Et puis, si la personne ne donne pas suite favorable, dans ces cas-là, il vaut mieux adresser un courrier de mise en demeure. Et puis, alors, s'il y a vraiment une reprise, etc., de tout un contenu et qui porte vraiment préjudice à la marque, dans ces cas-là, il faut faire une action en concurrence déloyale ou en contrefaçon, selon après la nature de l'infraction. Donc s'entourer d'avocats dans ce cadre-là. Il faut s'entourer d'avocats, oui. Et alors, bon, au-delà des actions légales et de tout ce qu'on pourrait avoir comme problème avec la justice parce qu'on a copié quelqu'un, il y a aussi un problème justement de cette image qui va être détruite si jamais j'ai copié quelqu'un et plutôt que de m'attaquer en justice, la personne que j'ai copiée se dit... Oui, voilà, c'est ça, c'est qu'il faut faire attention aussi à ce qu'il n'y ait pas, qu'on ne soit pas en fait dilué, quoi. C'est-à-dire que il faut bien se défendre parce que si on ne fait rien, en fait, finalement, on va se retrouver avec ce que fait tout le monde. Oui. Et donc du coup, il faut être aussi vigilant là-dessus. Alors sur la marque, comme je le disais, il y a la possibilité de mettre en place une surveillance de marque auprès de prestataires et donc du coup avec un conseil. Et ça vous permet justement de vous opposer après à des marques qui viendraient à être déposées et qui seraient similaires ou identiques. Donc ça, c'est la procédure d'opposition. Et après, il y a toujours les possibilités d'agir en contrefaçon sur la marque ou sur les contenus protégés par le droit d'auteur. Donc il y a un travail de veille à faire aussi pour regarder ce qui se passe un petit peu partout. Et c'est d'autant plus important aussi pour éviter les bad buzz, de se dire que si jamais, je sais pas moi, je prends l'exemple, je suis indépendant et je fais un truc qui est à peu près similaire de quelqu'un, et la personne, au lieu de m'envoyer un message et de m'attaquer, fait une photo de ce que j'ai publié, met à côté ce qu'elle a fait déjà avant, en disant là, moi j'ai fait ça il y a 3 mois, puis voilà ce que cette nouvelle personne vient de faire à l'instant. Oui, alors ça en effet, c'est vrai que ça peut arriver. Après, pour la personne qui a les contenus antérieurs originaux et qui se voit copier, il vaut mieux quand même régler ça via un courrier que publier après des posts, il m'a copié, etc. Parce que là, dans ces cas-là, on peut vite tomber aussi après dans le dénigrement. D'accord. Donc voilà. Il vaut mieux régler ça en off que sur les réseaux sociaux. Ouais. Et pour le coup, si c'est réglé sur les réseaux sociaux, la marque en elle-même s'en trouve attaquée, détruite. Enfin, l'image qu'on pouvait avoir d'une marque est forcément un petit peu en moins bon état une fois qu'elle ressort de ce bad buzz. Oui, et puis en fait, le risque, c'est le risque de confusion surtout. C'est-à-dire que il ne faudrait pas que votre public puisse croire que la personne qui crée ces contenus-là, qui finalement reprennent votre identité, s'apparente en fait à votre marque. Ouais. Surtout s'il y a des posts négatifs en plus, quoi. C'est plutôt ça le risque, parce qu'après, je trouve qu'il y a quand même moult exemples de gens qui ont fait des trucs pas forcément très nets, pas forcément très qualitatifs, et au final, les gens oublient. Au bout de quelques années, c'est un peu... il y a d'autres trucs qui intéressent, il y a des trucs qui sont d'actualité, donc on a tendance à un peu passer sous le tapis et zapper. C'est pas si on fait un pas de travers, si on fait un faux pas, si on se plante, je pense pas que ce soit l'acte de fin de son image de marque. Bien sûr, ça met toujours des petits coups, mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de personnalités publiques qui ont un peu des squelettes dans le placard. Par exemple dans la politique, pour ne citer qu'un secteur, ça n'empêche pas les gens de les suivre, de potentiellement les admirer, les endorser. C'est un peu pareil quand on est indépendant ou entrepreneur. Enfin, il y a plein d'entrepreneurs qui ont fait des trucs pas très clean à leur début, et ça ne les empêche pas de faire du travail de qualité à côté et d'avoir des audiences qui les suivent. Oui, et puis comme tu disais, avoir une communauté qui n'est pas tellement d'accord ou des choses dont on n'est pas fier, ça génère de l'engagement aussi. Oui, c'est vrai. Et puis après, ça permet aussi d'avoir du bad buzz, ça permet aussi de recentrer un petit peu, de se recentrer sur soi et de se dire, ok, où est-ce que je me suis plantée, qu'est-ce que j'ai fait, à quel moment est-ce que j'ai commencé à faire n'importe quoi, et comment est-ce que je recadre, comment est-ce que j'avance, quoi. Ça permet aussi les erreurs et l'échec permet aussi de se réinventer, si on en croit nos amis américains qui sont fans de la culture de l'échec. Mais du coup, je ne pense pas que ce soit une fin en soi, mais en effet, vaut mieux l'éviter, mais je connais personne qui ait un parcours complètement parfait et sans pas de côté.
Quand on démarre, il y a peut-être une autre peur aussi, c'est la peur de ne pas se sentir légitime, de se dire, au-delà de l'image de marque que je vais créer, il y a mes compétences qui ne sont pas encore les plus développées parce que je démarre tout simplement. Est-ce que j'ai véritablement une parole à prendre? Est-ce que c'est le moment pour moi déjà de prendre la parole, de me mettre en avant, de montrer mes compétences alors qu'elles sont encore en rodage? Comment est-ce que j'arrive à me construire une légitimité quand je n'ai pas des compétences hyper développées? Que si on attend d'être parfait pour se lancer, on ne se lance jamais. Parce que c'est un travail continu et qu'en fait, il y a un moment, il faut y aller. Et le plus tôt possible, le mieux. Il y aura toujours des gens bienveillants qui vont vous suivre, vous aider. Je sais que ça fait, avant de lancer The Storyline, ça fait 3 ans que je parlais de créer une newsletter ou un contenu, et je me souviens, je me plaignais à ma coloc, j'aimerais bien créer une newsletter et tout. Elle était là, mais vas-y, lance-toi. Et j'étais genre, non, mais je suis pas prête, je sais pas de quoi parler. Et en fait, c'est 3 ans pendant lesquels j'aurais pu commencer à faire des petits posts sur LinkedIn ou à tester des trucs à droite à gauche, mais j'étais tellement paralysée par cette idée que j'avais rien à valoriser et que j'avais pas de vraies connaissances que je pouvais partager au monde dans sa globalité, que je faisais rien. Et c'est dommage en fait, parce qu'on a toujours un truc à dire. Et ce qu'il faut éviter il y a un piège dans lequel il vaut mieux éviter de tomber, c'est de se dire il faut que j'ai vraiment un truc dans lequel je suis excellent et expert avant de commencer à prendre la parole. Non, parce que comme on l'a dit avant, il y a plein de domaines qui sont déjà très saturés et remplis de personnes qui prennent la parole, mais peut-être que vous, en fait, il y a quand même des gens que vous allez pouvoir toucher individuellement et des petites audiences qui n'ont pas encore trouvé la personne en qui elles ont confiance et qu'elles ont envie de suivre. Donc du coup, c'est pas une question de je suis expert, je suis légitime et je prends la parole, c'est plutôt une question de je trouve ma manière de délivrer des messages, je trouve les messages que j'ai envie de délivrer et puis je trouve les gens que ça intéresse. Et à partir de là, je commence à grandir et à itérer et à réajuster mon positionnement, etc. Mais il faut commencer par quelque chose. Et je trouve que la notion d'expertise, elle est à prendre avec des pincettes aujourd'hui parce que je parlais des compétences qui ont une durée de vie de quasiment moins de 2 ans. L'expertise au sens traditionnel du terme, c'est 10 000 heures passées sur un sujet. 10 000 heures passées sur un sujet, si on s'accorde des week-ends, c'est, je ne suis pas excellente en maths, mais je crois que c'est 5 ans à peu près. 5 ans, c'est long. C'est plus que la durée de vie des compétences. Et en 5 ans, il se passe plein de choses. Il y a des marchés, des industries qui apparaissent, qui disparaissent, des technologies qui deviennent obsolètes, des boîtes qui font faillite, des boîtes qui se créent. Enfin, il y a plein de trucs qui se passent en 5 ans. Donc, en fait, c'est impossible aujourd'hui, je trouve, de devenir expert d'un sujet. C'est plutôt l'accumulation d'expertise sur un secteur qu'on observe. Et donc, il y a une notion d'expérience, en effet, de seniorité. Mais l'expertise, pour moi, c'est plus vraiment une notion d'actualité. Au contraire, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui ont une valeur, c'est les curateurs, les gens qui sont capables d'observer les signaux faibles, les prises de parole des autres, les idées qui émergent, et en fait de créer du contenu. Quand je dis contenu original, c'est un peu ça que j'entends, c'est regarder ce qui se passe, en faire une curation intelligente et restituer ça aux gens pour leur éviter le travail de restitution et de curation et de digestion de l'information qui est multiple. Et c'est comme ça aujourd'hui, pour moi, qu'on se construit une légitimité et une expertise, bien que je ne sois pas forcément super à l'aise avec ce mot-là. Mais aujourd'hui, The Storyline, c'est de la curation, en fait. C'est aller récupérer les témoignages des personnes qui sont sachantes, qui ont de l'expérience, ou alors qui expérimentent des choses, parce que l'apprentissage par la pratique, c'est aussi une manière de se différencier et de trouver de la légitimité. Mais se faire le porte-parole des autres et au passage mettre un petit bout de soi. C'est un peu ça le personal branding. Ouais, traiter quelque chose qui est déjà commun, mais de façon un peu singulière. C'est peut-être le premier travail, là, si on devait donner des devoirs à celles et ceux qui nous regardent et pour se lancer dans une première étape, dans une sorte de to-do, c'est la première chose à faire. Arriver à regarder autour de soi ce qui existe déjà dans le secteur dans lequel on est, et puis en faire une sorte de résumé, et puis donner son avis à la fin, peut-être, je veux dire, voilà, quelles sont les 3 top références qu'il faut avoir en tête, et puis voilà, moi, ce que j'en ai pensé une fois que je les ai lues, une fois que je les ai écoutées. C'est un premier travail qu'on peut donner. Exactement, parce qu'il y a déjà tellement de contenu aujourd'hui qui existe en ligne. Tout le monde y va de son article de blog ou de son podcast. Et je m'inclus dans cette joyeuse troupe de gens qui créent du contenu. Donc ça fait beaucoup de choses à consommer, ça fait beaucoup de stress, ça fait beaucoup de charge mentale pour les gens parce qu'on a l'impression de louper des informations importantes et tout. Je pense que du coup, demain, les gens qui ont une marque personnelle forte, c'est les gens qui vont être capables de soulager cette charge mentale et d'être des sources de référence de l'information dans certains secteurs, dans certains domaines sur lesquels ils se positionnent.
n'est pas forcé d'avoir des idées non plus de génie toutes les semaines ou quoi, mais c'est juste qu'il faut se faire un observateur intelligent du monde qui nous entoure, de l'industrie sur laquelle on se positionne, pour que les gens se disent ça vaut le coup que je le suive parce que il me permet de mieux comprendre cette thématique ou de mieux traiter cette industrie, de mieux l'appréhender. Et ça me fait penser, si je peux me permettre de rebondir, mais quand on s'est rencontrés, c'était dans le cadre du podcast The Storyline, enfin un petit peu avant, mais tu as été interviewé par The Storyline, et justement on a parlé de ce sujet un peu de légitimité et d'expertise. Toi, en à peine 3 ans, il me semble, tu t'es construit une place de choix dans l'univers du futur du travail. Aujourd'hui, tu es un expert reconnu de ce sujet. Après quelques années à peine, et ça a passé, tu me disais, par le fait d'aller interroger les gens qui sont les acteurs de cette industrie, du futur du travail, et de se faire le porte-parole de leurs opinions à travers un contenu qui est original et qui est le documentaire notamment que tu as créé, Work in Progress. Oui, parce qu'il y a tellement d'experts que moi, j'ai pas le temps d'écouter ce que font 10 experts. Par contre, j'ai peut-être le temps de lire quelqu'un qui me raconte ce qu'ont dit les experts de façon très condensée, en quelques minutes, en quelques secondes. J'arrive à capter un petit peu tout. Et puis, c'est aussi une relation de confiance qu'on développe avec cette personne-là qui crée son personal branding, de se dire, cette personne-là, je vais pas la voir parce qu'elle a une information qui est nouvelle, mais parce que je lui fais entièrement confiance pour elle-même synthétiser et de se dire que sur 100 contenus qui passent, il y a tellement de tout. Moi, je fais confiance à cette personne pour être une sorte de filtre et je vais lire tout ce que cette personne partage parce que je sais qu'en règle générale, ça me correspond et je me reconnais bien dans ce qu'elle fait. Et c'est aussi une forme de personal branding, c'est de se dire, je ne crée pas forcément quelque chose d'original, mais comme tu viens de l'expliquer, de faire la curation. Et les créateurs et les curateurs, c'est un peu le grand sujet du moment de la passion economy et de l'économie de la passion. C'est les gens qui vont créer des choses originales et les gens qui vont traiter intelligemment et synthétiser intelligemment, faire un peu un côté observatoire des tendances émergentes. Et c'est une forme de création aussi au final, mais c'est moins dans la créativité, c'est plus dans l'interprétation et l'analyse. Je vous propose qu'on prenne quelques questions maintenant. On a des personnes qui nous ont posé des questions. On a une demi-heure pour y répondre. On a une dizaine de questions à peu près. On a une question qui nous vient de Jeanne. Elle est pour toi, Noémie. Si vous deviez donner un conseil concernant le temps à consacrer à son personal branding. Bonne question. Ça revient vraiment au format choisi. Par exemple, pour The Storyline, les épisodes de podcast prennent pas mal de temps. Il faut trouver les invités, enregistrer, monter l'épisode, etc. Donc je me souviens qu'à mes débuts, quand j'avais vraiment aucune expérience et que j'ai commencé à explorer ce média, ça me prenait une demi-journée par épisode. Et comme je publiais 2 épisodes par mois, ça me prenait 1 jour par mois de travail. Donc ça, c'était quand même un gros engagement. Sur LinkedIn, tout dépend de la rapidité à écrire un post, mais un post, ça s'écrit en, je sais pas, une vingtaine de minutes, peut-être une trentaine de minutes si on se prend la tête sur quoi raconter. Mais si on publie 1 fois par semaine sur LinkedIn, c'est une demi-heure par semaine, donc du coup 2 heures par mois. Je suis très mauvaise en calcul de tête. Ouais, mais tu recommandes de se bloquer des créneaux quand même chaque semaine pour dédier à sa marque personnelle. Ouais, complètement. Moi, la manière dont je fonctionne, c'est que j'ai des créneaux bloqués dans mon agenda chaque semaine pour vraiment traiter l'information, parce que je fais beaucoup de curation sur ma newsletter, etc., en parallèle du podcast. Donc j'essaye tous les matins, avant de commencer à bosser, de passer une demi-heure, 1 heure sur la lecture de contenu de gens que je suis. Des auteurs, des gens qui créent des podcasts, des médias que je suis, des journaux, de la presse en ligne. Et donc du coup, ça me permet aussi un peu de m'ouvrir les chakras avant de me lancer sur le travail avec les clients, The Storyline, etc. Et puis ensuite, pour produire vraiment, il y a aussi peut-être des créneaux à se bloquer. Après, il faut aussi rester flexible parce qu'on a tous des semaines un peu imprévisibles. Mais je dirais que se bloquer des créneaux et se forcer à faire, c'est assez important pour tenir dans la durée. Et il y a peut-être du temps qui peut être où on n'est pas devant son ordinateur, ou du temps où on est sous la douche, ou dans les transports, où juste on réfléchit au prochain contenu et on gagne du temps peut-être par rapport au temps où on est effectivement en train de rédiger, de créer ce contenu-là. Ouais, il faut faire attention à pas trop non plus donner de place à ça. Il ne faut pas que ça devienne une obsession. Ouais. Je sais que ça m'arrive quand je suis vraiment obsédée sur un sujet d'en rêver, quoi. Genre là, le soir, je me couche et j'ai ça en tête et c'est chiant parce que c'est pas sain. Et on a tous tendance à laisser le travail déborder un petit peu sur la vie perso. Donc oui, mais pas trop. C'est noté. Une autre question qui nous vient de Serge. Combien de temps pour faire... Alors la question qui s'affiche plus très bien à l'instant.
l'écran s'est éteint. Une question de Serge qui nous dit combien de temps pour faire connaître sa marque? C'est ce qu'on s'était dit, hein, ça dépend de la taille de son audience existante, de l'industrie qu'on adresse, est-ce qu'il y a beaucoup de concurrence ou pas. Je pense qu'il ne faut pas se décourager avant 2 mois au moins. Ok. Je sais qu'au bout de 3 semaines, moi j'étais complètement découragée parce que j'avais 0 résultat. J'avais 4 likes sur mes posts LinkedIn et j'étais vraiment dans un désert de solitude intense. Mais il y a des gens qui m'ont un peu mis des coups de pied aux fesses et qui m'ont dit non mais n'importe quoi, ça fait que 3 semaines que tu as commencé à publier, c'est normal que personne ne te connaisse en fait. Donc continue, persévère et c'est heureusement que ces gens étaient là parce que sinon j'aurais potentiellement arrêté comme beaucoup de gens qui se découragent. Et c'est vraiment au bout de 2 mois et quelques qu'il y a eu un peu de traction. Mais demandez à votre entourage, à vos amis, ce qu'ils en pensent, leur retour honnête et essayez de les inciter à liker vos contenus, à les partager et ça vous aidera aussi à vous lancer au début. J'en profite pour rebondir avant de prendre la 3e question. Marina, toi tu t'es penchée sur le personal branding du cabinet Marly? Oui, on s'y penche, mais c'est plus par manque de temps qu'on ne le fait pas. Mais oui, on s'y penche. Après, le domaine du juridique, c'est particulier. C'est différent. Mais en tout cas, on essaie en effet de rédiger des contenus qui soient avec notre identité. Voilà. Mais c'est quelque chose qu'on va mettre en place incessamment sous feu, et d'autant plus maintenant que j'ai rencontré Noémie. Voilà. Tant mieux. On va prendre une Mais autre... comme quoi, ça touche tout domaine d'activité. Ouais, on essaie. Ça touche, oui, c'était pour tous les indépendants, ça complètement. Une autre question qui nous vient de Laura. L'interaction sur les réseaux sociaux, like, commentaires, partage, est-elle un objectif de réussite? Oui, après, je pense qu'on peut toujours se fixer des objectifs quantifiés parce que c'est une manière de mesurer d'une part le succès direct en temps réel, mais aussi les évolutions au fur et à mesure parce que théoriquement, si on fait ça bien, si les prises de parole sont qualitatives, il va y avoir de plus en plus de gens qui vous suivent, de plus en plus de gens qui likent vos posts, de plus en plus de gens qui les commentent. Donc oui, les interactions sur les réseaux sociaux, c'est représentatif du succès ou en tout cas de la qualité de vos prises de parole. Mais après, personnellement, je pense que ce n'est pas une fin en soi. La fin en soi, c'est ce qu'on en retire en termes de rencontres, d'échanges, d'opportunités, de développement professionnel, de développement personnel parfois. Donc c'est plus un moyen d'atteindre une fin. Et si on devait classer peut-être, pour prendre les 3 types de réactions qui étaient cités, like, commentaire, partage, le plus important, c'est plutôt les commentaires, parce que ça crée l'engagement, de la discussion. Oui, sur les plateformes, en tout cas, ce qui est le plus valorisé, ça va être l'engagement sous forme de commentaires. Je pense qu'il y a une hiérarchisation, en tout cas on le voit sur LinkedIn, encore une fois, parce que c'est la plateforme sur laquelle je suis le plus présente. Les partages sont très peu valorisés. D'accord. Quand on partage directement un post, LinkedIn ne va pas forcément le valoriser, parce que LinkedIn préfère valoriser les posts originaux et les contenus originaux. Donc, si on poste directement, ce sera de facto plus relayé par l'algorithme de LinkedIn. Ensuite, il y a les likes, et ensuite, il y a bien sûr les commentaires. Donc si jamais vous avez un créateur que vous aimez et que vous avez envie d'encourager, laissez-lui plutôt des commentaires plutôt que des partages. Il y a une vraie implication, alors que partager, finalement, c'est juste un clic. C'est vrai. Et ça part d'un bon sentiment, mais en fait, ça apporte pas tellement de valeur au créateur. Il vaut mieux largement commenter. Et les gens n'ont pas forcément le réflexe de le faire, et ça, c'est pas forcément, c'est difficile de mesurer. C'est pour ça que même les likes, les commentaires, etc., c'est pas représentatif forcément du réel impact qu'on peut avoir à travers ces contenus sur les gens, parce qu'il y a plein de gens qui ne disent rien. Enfin, ça m'arrive tellement qu'on me dise « Ah, j'adore, je vois passer tous tes contenus et tout ». Et c'est des gens qui n'ont jamais interagi avec aucun de mes contenus, mais qui, quand je les croise, je sais pas, en soirée ou sur un événement, me disent « Ah, j'adore, franchement, j'adore, c'est trop bien ». Mais dans ce cas, n'hésite pas à le dire. Et c'est pas forcément intuitif de le faire. Mais ce serait bien si les gens le faisaient un peu plus. Un orage passe au-dessus du My Life Startup Club. La lumière va revenir dans un instant. Pour continuer là-dessus, pour quand même arriver à mettre en perspective cette histoire de like, je voyais un post passer dernièrement d'une personne qui disait qu'elle avait posté exactement la même chose sur Twitter et sur LinkedIn, mot pour mot, et que sur LinkedIn, elle avait obtenu quelques dizaines de réactions, alors que sur Twitter, c'était plutôt des milliers de réactions. Ça avait été un buzz exceptionnel, ça avait été très partagé, très très commenté. Et en fait, ce qu'il en retirait comme leçon de tout ça, c'était de dire que les likes et les commentaires, les partages, ça ne reflétait pas non plus la valeur de ce qu'on créait. On pouvait créer du contenu qui était exceptionnel ou qui était
franchement pas ouf. Et c'est pas les likes qui allaient représenter. Et ça, c'est complètement subjectif, quoi. Exactement, ouais, c'est difficile de le mesurer. C'est pour ça qu'il y a le côté quantifié et le côté qualité, enfin le côté quanti, le côté quali. Et c'est vrai que malheureusement, entre guillemets, c'est pour ça que c'est intéressant de créer un discours direct, un dialogue direct, je me trompe à chaque fois, un dialogue direct avec son audience ou sa communauté, parce que, en fait, quand on est sur les réseaux, on ne sait pas particulièrement qui on va toucher, et c'est un peu, on touche des gens un peu à l'aveugle, et le problème des réseaux sociaux, c'est que même si on crée un contenu qui est incroyable, qui révolutionne l'industrie dans laquelle on se positionne, qui est vraiment extrêmement intelligent, si on ne le promeut pas, les gens ne vont pas le trouver. Malheureusement, ça ne marche pas comme ça aujourd'hui. Oui. Pour se faire connaître, il faut être public, être visible, communiquer, prendre la parole, et donc créer un petit peu, surfer sur ces mécanismes de viralité, jouer sur l'algorithme de LinkedIn ou de TikTok ou d'Instagram. Peu importe la qualité du contenu, il faut 60% du travail, les gens ne s'accordent pas forcément là-dessus, mais c'est 60 ou 50% du travail, c'est la promotion du contenu qu'on a créé, qu'on en fait. D'où l'intérêt d'avoir donc ce lien direct avec son audience. Donc si on voulait découper en 3 étapes le personal branding, j'ai l'impression qu'il y a la première étape qui est de se demander à qui est-ce qu'on veut parler, quel est son positionnement, qu'est-ce qu'on va raconter. Ouais. La deuxième étape qui est de créer ce contenu, et quel qu'il soit. Et la troisième étape qui est la distribution et l'interaction, la discussion qui est la plus importante, la plus intéressante, parce que c'est ce qui arrive en bout de chaîne et c'est ce qui est quantifiable, ce qui est mesurable, ce que sont les vrais objectifs, quoi. Exactement. C'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a vraiment le positionnement, ce qui va faire qu'on sera reconnaissable, etc. L'audience, la niche qu'on adresse au début, parce que je ne l'ai pas précisé, mais pourquoi s'adresser à une niche ? Pour être top of mind de ces personnes-là. Que quand on parle d'un sujet, elles pensent intuitivement à nous, parce qu'on sera la personne référente sur ce sujet dans leur inconscient. Et ensuite, cette niche, elle peut grandir. Mais donc, du coup, identifier sa niche, son positionnement, créer son contenu, et donc surtout le faire avec régularité et tenir dans la durée. Et puis ensuite, essayer vraiment de faire en sorte, il y a ce côté promotion, mais il y a aussi le côté un peu développement de son réseau, de son audience. Et ça passe par le fait de publier, le fait d'engager avec les gens qui nous suivent, qui commentent, etc. Mais aussi potentiellement, à terme, d'aller chercher des partenariats, de faire de la co-création avec d'autres personnes qui sont positionnées sur les mêmes thématiques ou sur des thématiques complémentaires, d'essayer de se faire inviter en tant que speaker ou en tant qu'auteur d'une tribune dans des médias un peu plus établis. L'idée est aussi de grandir un peu par cercle concentrique et d'aller toucher des audiences qu'on n'a pas, mais qui sont les audiences de personnes avec qui on peut s'associer. Oui, cercle 1, cercle 2, cercle 3. Exactement. Et est-ce que c'est une pratique qui se fait de poser soi-même, alors c'est une question que je rajoute, c'est pas une question que tu dois poser, je répondrai à la question suivante dans un instant. Est-ce que ça se fait de contacter soi-même une autre personne à qui on a envie d'interagir en lui disant, voilà, j'ai créé tel podcast, j'ai créé tel contenu, et est-ce que ça t'intéresse, et de lui envoyer directement, ou est-ce que là on sort du personal branding à ce moment-là ? Non, ça se fait, c'est une stratégie assez classique, il y a plein de gens qui le font et qui vont aller repérer les podcasts les plus médiatisés sur telle ou telle thématique et qui vont envoyer une bardée d'emails à tous leurs hosts pour leur proposer et pour leur pitcher leur profil en tant qu'intervenant. Après, du coup, avec un succès plus ou moins établi, c'est une approche qui est assez directe et par exemple, moi, pour The Storyline, je préfère choisir les personnes et identifier les marques que j'ai envie d'interviewer. Et quand on m'approche, en général, ça a un peu l'effet opposé. Alors bien sûr, je regarde les parcours des gens, ce qu'on me propose, etc. Mais j'ai envie de préserver l'intégrité du podcast et de la ligne éditoriale. Et donc, du coup, j'ai envie d'être la personne qui choisit les invités. Donc, quand on va aller démarcher des gens un peu en mode brut, comme dirait Jean Vidal, et aller récupérer des centaines d'adresses mail de gens qu'on va contacter, le lien n'est pas forcément qualitatif. Mais il n'empêche que c'est quand même une stratégie qui fait ses preuves et qui marche. Et après, on peut aller... tout peut commencer par une conversation un peu anodine. Ça, peut-être c'est un petit peu plus subtil, mais contacter quelqu'un qu'on admire, lui demander quelques conseils, et ensuite lui dire est-ce que ça te dirait de coécrire un guide ou d'enregistrer un épisode de podcast, Il y a différentes approches qu'on peut adopter. Mais je pense que ça se fait tout à fait et c'est légitime de contacter des gens avec qui on a envie de travailler.
C'est noté. Là, si je peux intervenir Oui. sur le plan bien sûr. juridique, donc quand on passe qu'on fait intervenir quelqu'un aussi, il faut bien veiller à se faire céder les droits d'auteur et les droits à l'image, etc. C'est-à-dire que s'il crée du contenu qui est originel, protégé par le droit d'auteur, il faut bien se le faire céder. Et si jamais l'image ou la voix fait l'objet de l'intervention, il faut également qu'il y ait une cession. Voilà. Et là, pour le coup, on peut trouver des modèles sur Internet où il faut se faire accompagner. Il vaut mieux toujours se faire accompagner. C'est vrai que sur Internet, on trouve un peu de tout. Et puis parfois, un contrat de cession de droit à l'image, et finalement, il y a des choses qui manquent. Et c'est ces choses-là, généralement, qui posent problème. Oui, il faut le personnaliser, j'imagine, en fonction de chaque situation. Et notamment le champ d'exploitation, etc., bien le délimiter pour avoir un champ d'exploitation le plus large possible pour pouvoir après exploiter le contenu. Je pense qu'il y a pas mal de gens que ça intéressera de savoir ça. C'est un très bon conseil. Une nouvelle question qui nous vient de Alex. Quelle est la meilleure fréquence de publication de mes contenus? Allez, ça c'est un vrai sujet. Oui, vaste sujet qui est un petit peu à la merci des évolutions et de la volonté des algorithmes des plateformes sur lesquelles on va publier son contenu. Je pense que par exemple sur LinkedIn, la bonne pratique c'est de publier 1 fois par semaine. Sur Insta, à mon avis, ça va plus être 2-3 fois par semaine au moins et faire un paquet de stories et de reels, comme on dit dans le milieu, pour commencer à se faire reconnaître. Sur TikTok, j'en ai aucune idée parce que je ne suis pas sur ce réseau, mais généralement, il y a des études en ligne qui sont disponibles et qui donnent des guidelines. Après, ça, c'est le genre de choses qui se testent. Je vous invite à aller sur le réseau que vous ciblez et à voir ce qui se passe si vous publiez 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine ou si à contrario vous publiez qu'1 fois par mois. Et puis ça dépend peut-être aussi du secteur, des personas et de son rythme de publication. Il y a des personnes qui ont des newsletters tous les jours, qui cartonnent. Moi je suis abonné à des newsletters qui arrivent tous les jours et d'autres qui arrivent que toutes les 2 semaines et qui cartonnent aussi. De Storyline par exemple. Oui, de Storyline, je suis abonné. On peut très bien, enfin c'est pas un problème de ne créer du contenu qu'une fois tous les mois ou que toutes les 2 semaines. Ça peut fonctionner aussi. Oui, c'est vrai. Je pense que c'est vraiment le côté qualité, la qualité prime sur la quantité et mieux vaut ralentir et publier moins plutôt que de publier. Je parlais de régularité et de fréquence, c'est important, mais il ne faut pas que ça se fasse au détriment de la qualité des idées et de ce qu'on dit. Parce que sinon on risque de perdre les gens et de perdre le public. De perdre et puis ça dépend de la nature du contenu. Oui, c'est ça. On peut décevoir les gens et en fait quand les gens sont déçus, ils se désinscrivent et on les a perdus pour toujours. Ça c'est catastrophique. C'est triste, on pleure. Et donc du coup, qualité plutôt que quantité, quitte à réduire la voilure. Et si les gens aiment ce qu'on fait, il n'y a pas de raison qu'ils se désengagent. Et on peut certainement aussi reprendre du contenu. Et il y a pas mal de personnes qui, au bout d'un moment, ont créé énormément de contenu. Elles peuvent peut-être le réutiliser, le recycler d'une façon ou d'une autre, ou le décliner sur d'autres réseaux. C'est-à-dire qu'il y a peut-être 2 ans, moi j'ai commencé, j'avais qu'une newsletter. Et bien aujourd'hui, je me lance sur TikTok, sur Instagram, sur d'autres canaux, où je vais en faire des épisodes de podcast, où je vais en proposer des tribunes à la presse. En tout cas, je vais faire rayonner mon personal branding à partir de contenus qui existent déjà et qui demandent peut-être moins de travail aussi. Exactement. C'est ce qui se passe à terme, c'est quand on a tellement de contenu qu'on ne sait plus comment faire. Donc ça c'est un luxe quand même. Mais c'est vrai que quand on se rue sur la production et la création de contenu original, on finit par oublier que les gens ont quand même une capacité d'attention et de digestion de l'information qui est limitée et que du coup ça peut être intéressant de reprendre ces idées existantes d'une autre manière, voire de simplement faire des petites piqûres de rappel sur certains contenus. Par exemple sur The Storyline, ça m'arrive d'aller zoomer sur une toute petite partie d'un épisode du podcast, de le transformer en article et d'extrapoler sur une notion ou un concept abordé parce que je trouve que c'est un concept ou une notion intéressante. Oui, et on peut très bien repartager des contenus qui ont déjà été créés depuis un moment. Alors, on passe pas tous les jours évidemment, mais on a des personnes qui font carrière toute leur vie en répétant la même chose. Et ça marche pendant 20 ans. Il faut réactualiser quand même un petit peu. Il faut mettre à jour. Mais pas typiquement un épisode de podcast qu'on aura mis du temps à créer ou une newsletter qu'on aura mis du temps à écrire. La repartager 1 an après, 6 mois après, telle quelle, c'est pas forcément une mauvaise pratique. Non, et même en fait la recycler de manière un peu intelligente. Il y a cette pratique dans le marketing de contenu qu'on appelle le recyclage de contenu, qui consiste à prendre un gros contenu et à le diviser en plein de petites parties de micro-contenus. Typiquement un podcast ou un webinaire ou une conférence, on va prendre les meilleurs extraits et on va transformer ça en quote visuel, donc en citation sous forme un peu designée avec ces éléments de marque, en extrait audio qu'on va publier sur Instagram, en petit article récapitulatif ou post-récapitulatif des meilleures idées et des meilleurs moments de la conférence sur LinkedIn.
Donc du coup, à partir d'un gros contenu, on peut créer une vingtaine, une trentaine de micro-contenus, sans perdre l'impact et la pertinence du message. Après, il faut juste faire attention à ne pas noyer les gens sous le contenu et à ne pas en faire trop. Toujours un équilibre. Oui, parce que le branding, c'est de la confiance. Si on poste trop, on commence à détruire un petit peu cette confiance qu'on a créée. Oui. Une nouvelle question qui nous vient de Cyril. Peut-on utiliser un nom similaire à une entreprise qui a été radiée, mais qui continue d'être active sur les réseaux sociaux? Marina. Oui, alors c'est ce que j'expliquais, c'est que les réseaux sociaux, ce ne sont pas des titres de propriété intellectuelle ou ne constituent pas encore à ce jour d'antériorité ou de titre, en tout cas, qu'on peut faire valoir contre un usage de marque. Donc du coup, normalement, une société qui a été radiée n'a plus, du coup, perd sa dénomination sociale. Alors après, il faut toujours bien faire attention qu'il n'y ait pas un nom de domaine existant encore, qui perdure et qui est exploité dans un domaine d'activité qui est similaire à la marque qu'on veut déposer. Il faut s'assurer aussi, bien évidemment, qu'il n'y a pas de marque antérieure. Et si c'est le cas, en tout cas, normalement, on doit pouvoir déposer. Après, c'est toujours mieux de faire une recherche d'antériorité pour vraiment faire une recherche approfondie et pour s'assurer des risques. Surtout quand on a déjà relevé une marque ou une société qui a déjà le nom qu'on veut donner, nous, à notre structure. Oui. C'est que ça donne quand même un indice qu'il faut aller un peu plus loin dans la recherche. Il faut être précautionneux. Si ça existe déjà, c'est que ça a attiré du monde, c'est qu'il y a des personnes qui s'y intéressent, donc potentiellement des possibles litiges ou des noms de marques qui vont se chevaucher. Faire attention que ce ne soit pas la même classe. C'est ça. Ouais. Des questions qui nous viennent de Jeanne et Charlotte qui s'y sont mises à deux pour une question. Alors il faudra vraiment y répondre, attention. Comment peut-on lutter contre le syndrome de l'imposteur? Ça, c'est un vrai sujet, on en parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on ressent au moment où on clique la première fois sur partager ou publier? Tellement de choses. Beaucoup d'angoisse, beaucoup d'anxiété, beaucoup de stress. Enfin, ça dépend de chaque personne. Moi, je sais que c'était un peu un PLS total, pour ainsi dire. Non, j'étais vraiment ultra stressée. Mais pourtant, en fait, justement, comment lutter contre le syndrome de l'imposteur? C'est commencer par petit à petit réaliser que le seul stress, la seule source de stress, en fait, c'est nous. Parce que au final, la réalité, c'est que les gens, ils s'en fichent de ce que vous racontez, sauf si vous commencez à être intéressant et pertinent pour eux. Et donc, du coup, si vous publiez et que personne ne réagit, vous allez considérer ça comme un échec parce qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de réaction. Les gens, en fait, c'est juste, ils ont vu ça passer dans leur quotidien et c'est business as usual et ils n'ont juste pas réagi. Donc, c'est pas un échec en soi. En tout cas, eux ne vont pas se dire « Oh là là, elle a publié un truc, il n'y a que 3 likes, la honte. » Il n'y a que vous qui êtes en train de vous monter le bourrichon et vous dire que c'est un énorme échec. Je pense que lutter contre le syndrome de l'imposteur, c'est un gros sujet. Moi, je l'ai beaucoup ressenti, je le ressens encore aujourd'hui et je suis pas sûre qu'on s'en débarrasse comme ça, parce que plus on monte, plus on évolue, plus on se fait reconnaître, plus on prend la parole, plus les enjeux sont élevés, plus les opportunités, les prises de parole sont un peu impressionnantes. Et donc du coup, je pense qu'on continue d'avoir un peu cette peur, mais ce qu'il faut, c'est de se rendre compte que vraiment, le vrai enjeu et le vrai risque, il est dans sa tête. Oui. C'est de se mettre des barrières, de se freiner et de ne pas oser se lancer, de se censurer, parce qu'on a peur d'un truc qu'on anticipe, mais qui n'existe que dans sa tête, quoi. L'échec, la moquerie, les trolls, enfin, il faut se lancer. Et je pense que la meilleure chose à faire, c'est d'avoir des gens bienveillants qui vous entourent et qui vous mettent des petits coups de pied aux fesses et qui vous rappellent à l'ordre une fois que vous avez commencé à le faire et qui vous coachent un petit peu. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai réussi les premiers mois, en tout cas, avant d'avoir des signaux positifs, de continuer à créer du contenu, à publier, à prendre la parole, parce que j'avais des amis qui me disaient « Mais non, c'est trop bien, j'ai vu ça, j'aime trop, c'était cool, voilà comment tu peux t'améliorer à mon avis. » Et donc, en fait, dans une logique d'échange et de réassurance avec des gens en qui j'avais confiance. Oui, ils soutiennent du coup et on peut poursuivre. Et peut-être même ils vont commenter, ça va être les premiers commentaires sur les réseaux de façon un peu officielle pour accompagner. Une question qui nous vient de Cyril dans le contexte d'une auto-entreprise. Comment protéger son nom en déposant une marque? Point d'interrogation. Comment faire le lien entre son nom de marque et son nom d'auto-entreprise? Et donc cette dénomination personnelle. Alors c'est le choix de la titularité, c'est ça la question. Alors vous pouvez déposer votre marque en tant que personne physique ou alors au nom d'une société. Alors on peut aussi également déposer au nom d'une société en cours de formation. Ça arrive très souvent quand on a trouvé vite son nom mais la société n'est pas encore créée. Donc du coup qu'est-ce qu'on fait? On dépose la marque au nom de la société en cours de formation et après on fait une rectification matérielle. Donc c'est quelque chose qui est très simple, qui est gratuit auprès de l'INPI. Voilà, et si jamais la société n'est pas créée, parce que ça arrive
parfois, finalement la société appartient à la personne physique. D'accord. Maintenant, le choix de la titularité, elle est intéressante en effet. C'est vrai que quand on dépose une marque au nom de la société, on fait rentrer un actif dans la société, et d'autant plus si on a des associés derrière et qu'on fait intervenir des investisseurs, généralement ils demandent à ce que la marque appartienne à la société. Oui, plutôt qu'à la personne. Voilà, exactement. Et le risque quand la marque appartient à la personne physique, c'est que si jamais il y a un pépin, c'est la personne physique qui est mise dans la cause. Donc du coup, voilà, il faut faire attention. C'est vrai que quand on est une personne physique titulaire, on a la main sur la marque et elle nous appartient, peu importe ce qu'il arrive à la société. Donc ça peut être pas mal, mais il y a quand même un risque qui n'est pas négligeable. Donc on en revient toujours à ce qu'on disait au tout début, qui en fait c'est quand même pas mal pour mettre un petit peu de distance, pour sécuriser, d'avoir quelque chose qui est séparé entre son nom propre et la société, le nom propre. Et une autre question, vous considérez qu'un bon engagement doit être de combien sur LinkedIn? Oh punaise. J'aime vraiment pas quantifier les choses parce que encore une fois, la réponse de Normand, mais ça dépend, ça dépend de l'industrie, des gens, de l'audience, mais vraiment difficile à dire. Moi, ça varie en fonction des invités, en fonction du sujet. Je préfère ne pas me prononcer sur un nombre de réponses, de réactions, etc. Je sais que les marques, en général... Non, franchement, je pense que c'est pas un truc à viser. De mesurer l'engagement, c'est important, mais l'important n'est pas de mesurer l'engagement à un temps T, c'est plutôt de mesurer l'évolution de l'engagement et de voir s'il y a des gens qui se rajoutent à la conversation au fur et à mesure et de plus en plus de personnes qui engagent une conversation avec la marque. Enfin, en tout cas, c'est mon approche. Je pense qu'il y a des gens qui seront ravis de donner des quotas et des tranches d'objectifs qu'on peut avoir quantifiés, mais je ne suis pas sûre que ce soit quelque chose de vraiment pertinent parce que il y a commentaires et commentaires. Il y a des gens qui disent merci, il y a des gens qui disent j'adore ce que vous venez de raconter, ça a transformé ma vie, vous m'avez changé entièrement. Donc du coup, il y a commentaires et commentaires, il y a engagement et engagement. Et encore une fois, il y a le quanti certes, mais il y a aussi le quali qui est super important à considérer et la nature de ces commentaires et de ces engagements. Et en plus, en tant qu'indépendant, on n'a pas forcément besoin de 1000 clients. Il ne faut pas viser d'avoir des centaines et des milliers de likes simplement pour rayonner. Il suffit qu'on ait quelques interactions qui nous ramènent quelques discussions. Et à chaque fois, on perd un petit peu de monde, évidemment, sur la conversion, et qui nous ramènent à la fin quelques clients. Et ça peut suffire pour nous occuper largement à l'année. Donc, il n'y a pas forcément besoin d'avoir cumuler des milliers de likes. Un client en amène un autre. Oui. Il y a de la satisfaction avec le premier, il y a du bouche à oreille, il y a de la recommandation. Donc en fait, on n'a pas besoin d'une énorme audience pour s'épanouir et pour trouver des clients de manière organique. Il suffit d'un premier petit groupe d'une vingtaine ou d'une trentaine de personnes, je pense, pour potentiellement aller chercher des opportunités qui nous ressemblent. Une question qui nous vient de Marie, pour Marina plutôt. Comment prouver la temporalité de la copie? Est-ce que la date de parution sur les réseaux sociaux suffit? Oui, alors le mieux c'est de se constituer des preuves, donc des preuves certaines si possible, parce que c'est vrai que le droit d'auteur, en fait, il n'y a pas de titre de propriété intellectuelle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les contenus sont originaux, enfin les contenus ou la charte graphique ou tout ce qui peut être protégé par le droit d'auteur, à partir du moment où ils sont originaux, on considère qu'il y a protection par le droit d'auteur. Maintenant, le problème, c'est la question de la preuve, c'est-à-dire à quel moment on a créé ces contenus-là. Alors, c'est vrai que maintenant, grâce aux réseaux sociaux, il y a des dates qui permettent d'avoir date certaine, parce que quand on fait un post, il y a la date du post. Oui. Après, si vraiment on crée des vrais contenus, des contenus plus consistants, type des newsletters, ou alors des contenus plus gros, on va dire, des livres, etc., plus que des simples posts. On peut alors soit faire des enveloppes solo auprès de l'INPI, soit on fait un constat d'huissier, et toujours bien conserver des preuves sur l'antériorité, parce que si jamais quelqu'un vous copie, il faut démontrer que nous, à telle date, antérieurement à cette personne-là qui a reproduit notre post ou notre contenu, on avait nous-mêmes publié ce contenu-là. Après, la durée de protection sur le droit d'auteur, elle est très longue. C'est 70 ans à compter de la mort de l'auteur. Ah oui. Donc, vous avez largement le temps de vous défendre. De ce côté-là, ça. Voilà. Il va nous rester 5 minutes. On va encore avoir le temps de prendre du coup 2 questions. Une question qui nous vient de Johan. Comment organiser la veille concurrentielle? Est-ce que je dois y consacrer du temps et de l'argent? Allez-y. De l'argent sur la veille pour la marque, ça c'est pour la protection du branding. Donc ça,
ça a un coût qui est un coût annuel parce qu'il faut renouveler à chaque fois la surveillance de marque. Donc ça va dépendre du territoire sur lequel on fait la protection, mais ça reste quand même abordable. C'est dans les 200, 300 euros, 400 euros par an. Après, ça dépend aussi si on fait la veille tout seul ou si on fait la veille par un avocat. Et je conseille une fois encore de faire par un avocat parce que c'est vrai que parfois si on fait la veille tout seul, on peut laisser passer une marque et du coup on passe des délais pour agir. Pour la veille concurrentielle, là après c'est à vous de voir, alors soit tout seul ou soit après si vous avez une entreprise, la possibilité des salariés de mettre en place justement quelqu'un qui se charge de cette veille-là. Et après ce qui coûte de l'argent, ce n'est pas tant la veille, c'est de se défendre. D'accord. Voilà. Alors pour l'option budget, pour faire de la veille en termes de veille d'une industrie ou d'une thématique ou d'un concurrent aussi, il y a des options gratuites comme par exemple Google Alert. C'est assez simple à mettre en place. Ce n'est pas infaillible, clairement, et ça peut assez rapidement devenir une usine à gaz parce qu'il y a beaucoup de contenus qui sont publiés sur Google tous les jours. Voilà, on reçoit beaucoup d'alertes par contre. Ouais, c'est l'enfer. J'ai une alerte Google sur le storytelling et j'en reçois tous les jours, j'en peux plus. Mais c'est une option. Oui, c'est une option qui est gratuite. Qui est gratuite, exactement. Après, pour organiser sa veille un peu plus intelligemment ou un peu plus efficacement, il y a des options qui sont payantes mais qui ne sont pas non plus ultra onéreuses, qui sont des outils d'organisation de la veille, comme par exemple Feedly ou Roam Research, qui sont des outils assez efficaces. Moi, pour ma part, j'utilise l'outil qui s'appelle Roam. Et ça me permet en fait de centraliser toutes les choses que je consomme, donc les extraits de newsletters, les articles, la presse, dans un même endroit, dans un même espace, et d'y allouer des tags et des catégories pour qu'ensuite, quand je dois écrire un contenu sur tel ou tel sujet, il me suffit d'aller sur Roam, de taper le mot-clé que j'ai envie de traiter. Et là, tous les contenus que j'ai listés, que j'ai archivés dans cet outil depuis 1, 2, 3, 4 ans, apparaissent et je regarde ce qui est pertinent, ce qui n'est pas. Après, on peut toujours être un peu inventif et scraper un petit truc avec par exemple Notion, qui est quand même un outil assez universel, ou bien, je sais pas, un Airtable ou un spreadsheet sur Google, mais c'est des trucs un peu de briques et de broc et ça peut rapidement devenir le bazar si on n'est pas très organisé et très rigoureux et discipliné, ce que je ne suis pas. Donc du coup, je pense que c'est quand même pas mal d'avoir un outil spécial pour ça, spécialisé dans la veille. Et tu nous disais plutôt que tu as loué aussi un certain temps par semaine dédié à cette veille. Absolument, j'essaye, ça c'est dans la théorie, d'y passer 1 heure par jour le matin avant de commencer à bosser. Tous les jours. Tous les jours, mais dans la réalité des choses, c'est plutôt la moitié du temps que j'arrive à me bloquer 1 heure le matin, donc plutôt 1 jour sur 2. Et d'expérience aussi, les personnes qui reprennent les contenus, généralement, font partie de la communauté. Oui, voilà. C'est vrai. Donc ça ne va pas plus loin généralement. Yes. Un immense merci pour votre participation, pour vos questions. Un immense merci pour votre présence et pour avoir répondu à toutes ces questions, surtout aux miennes et à celles de celles et ceux qui nous regardent. On vous souhaite une très très belle soirée. À bientôt. Le cycle de conférences Maïf en partenariat avec Captain Contrat à destination des indépendants touche à sa fin. Tous les replays sont disponibles sur www.maif-conf.fr. On vous donne rendez-vous à la rentrée pour de prochains événements sur les indépendants. En attendant, passez un très bel été. À bientôt.